Bonjour à tous. Je vous accueille donc dans le cadre de la Semaine du Cœur qui est organisée par la Fédération française de cardiologie. Cette semaine a lieu normalement en septembre tous les ans et à cause bien sûr des conditions sanitaires actuellement, nous avons transformé cette semaine en des webinars, c'est-à-dire des conférences que vous pouvez suivre en visio. Pour ces réunions, nous avons prévu 4 grands thèmes et ce soir, c'est la première réunion sur les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent, c'est une des missions absolument essentielles de la Fédération française de cardiologie. Je sais que ce thème a retenu votre attention puisque vous êtes plus de 600 a priori à avoir souhaité participer à cette réunion. Alors, vous savez que c'est un problème de santé publique absolument majeur, puisque 40 000 personnes sont victimes chaque année en France d'un arrêt cardiaque. Malheureusement, à peine 7 à 8% y survivent, donc ce sont des chiffres qui sont très impressionnants. Et ce qui est également très impressionnant, c'est que 7 fois sur 10, il y a un témoin ou des témoins à cet arrêt cardiaque, et que malheureusement, à peine 40% des personnes qui sont témoins pratiquent les gestes de premier secours. Donc, vous voyez qu'il y a un enjeu majeur de santé publique. Alors, pour cette réunion, nous avons plusieurs orateurs. Nous aurons tout d'abord M. Michel Nérat, qui est formateur aux gestes de premier secours, qui est membre de l'association régionale du Languedoc-Roussillon et du club Cœur et Santé d'Alès, et bien sûr de la Fédération française de cardiologie. Il fera un exposé sur les principes généraux des gestes qui sauvent, nous dire un petit peu qu'est-ce que l'on doit faire. Nous aurons ensuite un deuxième exposé par le docteur Jean-Marc Philippe, qui est médecin des hôpitaux, qui est réanimateur, qui travaille à l'hôpital Necker, au CHU Necker à Paris, et qui est conseiller médical auprès du directeur général de la santé, que vous connaissez bien, on le voit souvent, et il s'occupe particulièrement des urgences et de la sécurité sanitaire. Il nous parlera de 2 points essentiels, où on en est par rapport à la loi, qu'est-ce que l'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, et également où trouver les défibrillateurs, quels sont nos moyens actuellement pour nous aider à trouver un défibrillateur. Ensuite, le docteur Jean-Louis Bourdon, qui est cardiologue référent du club Cœur et Santé des Vosges à Saint-Dié, et qui est également secrétaire de l'association de cardiologie de Lorraine, nous expliquera où en est actuellement la formation et les actions de formation aux gestes qui sauvent au sein des clubs Cœur et Santé de la Fédération française de cardiologie. Puis nous aurons un exposé par le professeur Gérard Elf, qui est professeur de cardiologie à la Pitié-Salpêtrière, qui est président de la commission des gestes qui sauvent de la Fédération française de cardiologie. Enfin, moi-même, je vais essayer donc de modérer à distance cette séance. Je suis professeur de cardiologie à la faculté de Montpellier et Nîmes et secrétaire général de la Fédération française de cardiologie. Nous avons volontairement fait un système qui sera des exposés courts, 10 minutes d'exposé et 5 minutes pour répondre à vos questions. Pour répondre à vos questions, ceux qui sont sur Zoom, vous avez en bas un indice qui est marqué QR pour questions-réponses. Vous pouvez tout à fait, pendant les exposés, poser vos questions. J'en aurai connaissance et bien sûr, lors des 5 minutes de questions, je me ferai votre porte-parole pour poser ces différentes questions. Ceux qui sont sur Facebook, vous avez l'habitude de l'utiliser et vous posez aussi vos questions. Elles me seront transmises à travers un relais WhatsApp que nous avons entre nous. Voilà, je ne vais pas être trop long car il faut être court, précis et il y a beaucoup de questions sur ces gestes qui sauvent. Et je vais donc passer la parole en tout premier à M. Michel Nérat qui va donc nous parler des principes généraux des gestes qui sauvent. À vous et à toi, Michel. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous présenter les gestes qui sauvent, ce qu'il faut qu'on fasse. Ce qu'il faut savoir sur les gestes qui sauvent, c'est qu'on n'a pas besoin ni de matériel, ni d'avoir de connaissances particulières. Nous sommes là en tant que citoyens pour pouvoir intervenir sur une personne qui est en danger en attendant que les secours arrivent. Et donc, bien sûr, pour que les secours arrivent, il faut qu'on les prévienne. Et donc là, je vais vous présenter des slides, si on peut les avoir. Voilà, donc sur les principes généraux de prévention. Donc, on peut voir la suivante.
Voilà, donc là, dans la période actuelle, on va avoir deux situations. On aura une situation réelle et ensuite on aura le cas d'apprentissage. Donc, durant la période actuelle avec la Covid-19, bien sûr, c'est la protection et on ne fait pas de bouche à bouche actuellement. Euh, Ensuite, en tant que citoyen, bien sûr, on peut revenir avant, s'il vous plaît. La protection, c'est un préalable à toute action de secours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va voir une victime, il faut qu'on vérifie qu'on ne se met pas en danger ou qu'on ne met pas en surdanger la victime ou d'autres personnes qui pourraient être avec nous. Donc ça, c'est le préalable. À partir du moment où il y a un danger pour nous, on n'intervient pas. Bon, par contre, on protège et ensuite on peut venir intervenir. Et ensuite, il y a une notion de citoyen sauveteur. Donc, on vous en parlera peut-être plus tard. Il est vrai qu'actuellement, lorsqu'on intervient, on n'a pratiquement plus de risque parce qu'on devient auxiliaire de l'État, sauf dans deux cas, lorsqu'on on n'intervient pas. Donc là, c'est non-assistance à personne en danger. Et dans le cas d'une aggravation volontaire de l'état de la victime. Voilà, c'est les deux seuls cas. Sinon, après, on devient auxiliaire de l'État depuis une nouvelle loi là, qui est passée à l'Assemblée en seconde lecture au mois de juillet. Voilà, on peut voir la suivante. Donc, première chose à faire, bien sûr, c'est la protection, je vous l'ai dit. Et la deuxième chose, une fois qu'on a fait un petit examen pour savoir à quoi on a affaire, eh ben, on va prévenir, on va alerter. Donc, l'alerte se fait une fois qu'on sait à quoi on a affaire. Soit c'est un saignement, soit c'est un étouffement, soit c'est un arrêt cardiaque, soit c'est une inconscience. Les moyens, donc on va utiliser des téléphones et qui on va appeler. Donc là, on va appeler les secours. Donc on appellera le SAMU si c'est médical, les pompiers si ça demande des notions techniques, c'est-à-dire il y a encore des dangers persistants, et ensuite le numéro européen qu'on commence tous à connaître qui est le 112. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va dire? On décrit la situation, on donne notre numéro d'appel pour qu'on puisse nous rappeler s'il y a un problème, la nature du problème, la localisation, ça c'est important, de dire exactement où on est, si on est dans un étage, si on est dans la rue ou autre. Donc il faut bien préciser tout ce qu'on a à faire. Et ensuite, on ne raccroche jamais tant qu'on n'a pas eu l'instruction, c'est-à-dire qu'on attend qu'on nous dise de raccrocher. Voilà, pour la diapositive suivante. Alors, la première chose à faire, c'est de voir qu'il n'y a pas un saignement abondant. C'est très rapide, hein, il suffit de regarder au niveau de la victime, parce que c'est la première chose à faire. S'il y a un saignement abondant, eh bien, il va falloir l'arrêter. Parce que ça ne sera pas la peine de faire un massage cardiaque sur quelqu'un qui sera vidé de son sang. Voilà, donc, ensuite, quand je parle de saignement abondant, c'est un saignement qui va être important, c'est-à-dire un mouchoir qui va s'imbiber en quelques secondes. En cas d'écorchure ou autre, ce n'est pas un saignement important. La diapositive suivante. Voilà. Ensuite, on va parler de quelqu'un qui va faire un arrêt cardiaque. Un arrêt cardiaque, donc on va faire des compressions thoraciques. L'objectif, eh ben, c'est de faire circuler le sang pour oxygéner les tissus d'une victime en arrêt cardiaque en rétablissant de manière artificielle la circulation. Les points clés, c'est de comprimer le sternum de 5 à 6 cm, d'avoir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute et relâcher complètement le thorax entre les compressions. En temps normal, si vous savez faire, on fait le bouche à bouche, mais je vous l'ai dit en préambule, pendant la période actuelle, on ne fait pas de bouche à bouche. Diapositive suivant. Le défibrillateur. Donc le défibrillateur, donc à partir du moment où on peut l'avoir, c'est quand on l'a et dès qu'il arrive, on le met en œuvre. Ça va permettre de refaire fonctionner un cœur qui fonctionnera d'une manière anarchique pour retrouver une activité normale. Ça doit être une mise en place la plus rapide possible. Et les compressions thoraciques que l'on avait commencé à faire, et quand on met le défibrillateur en route, hein, ça doit être le moins de temps interrompu. Et le sauveteur doit respecter les recommandations de l'appareil. C'est-à-dire que l'appareil va vous expliquer ce qu'il faut faire, donc on fait ce qu'il nous dit de faire. Diapositive suivante.
Alors, ensuite, on peut avoir une victime qui a perdu connaissance et qui respire. Toute victime qui ne répond pas, ne réagit pas et qui respire nécessite une action de secours immédiate, rapide et efficace afin d'éviter le risque d'étouffement et éviter l'installation d'une détresse. Durant la période Covid, on n'effectue pas la PLS, ce qui veut dire qu'on va surveiller que la victime respire. À partir du moment où elle ne respire pas, on attaquera le massage cardiaque. Donc, c'est toujours la surveillance, mais on ne mettra pas en PLS pendant la période Covid. Ensuite, donc ce qui est important, c'est qu'il faut quand même faire quelque chose, parce que de ne rien faire équivaut à condamner la victime. Je rappelle que l'intervention des secours au niveau national, la moyenne, c'est 13 minutes. Et donc, au bout de 13 minutes, quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, si on n'a rien fait avant, je ne dis pas que c'est perdu, mais il y aura des séquelles importantes. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de réagir et de faire les gestes qui sauvent. Ces gestes qui sauvent, ce sont en définitive des positions d'attente en attendant que les secours arrivent. Et ça, c'est vrai que vu le temps qui nous est imparti, c'est très rapide pour vous parler de la technique des gestes qui sauvent. Donc, ce que je ne peux que vous conseiller, c'est de voir au niveau des clubs Cœur et Santé ou au niveau des organismes qui pratiquent ces enseignements, de vous former au premier secours et d'apprendre ces techniques. Voilà, je vous remercie. Merci, merci Michel. Le système de questions-réponses fonctionne vraiment très bien et je vous remercie parce que j'ai reçu pendant ton intervention pas mal de questions et je pense que c'est vraiment très, très, très intéressant. Alors, il y a des questions auxquelles tu as déjà répondu. C'est le bouche à bouche. Donc, tu confirmes qu'il n'y a pas besoin, lorsqu'il y a un arrêt cardio-respiratoire, de faire de bouche à bouche. Tu es bien clair là-dessus. Durant la période Covid-19, alors, ce qu'il est précisé, c'est qu'il est évident que si c'est son enfant qui fait un arrêt cardiaque, ce qui normalement sera assez rare, mais enfin, si jamais ça arrive, il est évident que là, il ne faudra pas hésiter en tant que parent, on va faire le bouche à bouche, ça sera toujours plus efficace que de ne pas le faire. Mais en tant que, comme j'ai dit, la protection de soi-même est importante. Donc, durant la période Covid-19, on ne pratique pas le bouche à bouche. D'accord. Une autre question, c'est, pardon, tu as dit un arrêt cardiaque, et là il y a une question, comment on fait pour savoir qu'il y a un arrêt cardiaque? Est-ce que cela sert à quelque chose de prendre le pouls? Et une personne demande à partir de combien? Alors je connais un peu la réponse, puisque voilà, mais je te donne quand même cette question, à partir de combien on considère qu'il y a un arrêt cardiaque? Est-ce que prendre le pouls, finalement, ça sert à quelque chose? Quelqu'un tombe devant nous, là, boum, on s'approche de lui ou d'elle, et est-ce que ça sert à quelque chose de prendre le pouls? Alors, il y a quelques années, on prenait le pouls. Au terme, on apprenait à prendre le pouls au niveau des gestes de secours. Depuis quelques années, c'est terminé. On ne prend plus le pouls en termes de secours. On vérifie la respiration, tout simplement. Alors, en temps normal, hors période Covid, on fait une bascule de tête, on vérifie la respiration par la bouche, le nez et on regarde le ventre s'il se soulève. En période Covid, on ne vérifie qu'au niveau du ventre si ça se soulève. Alors, il faut que ce soit une respiration régulière et on vérifie qu'on est entre 2 et 4 respirations sur 10 secondes. Ou alors, si on peut le faire, on essaiera de le voir sur 1 minute. Mais en termes de secours citoyen, on fait sur 10 secondes et il faut qu'on ait 2 à 4 respirations. Alors, on met la main sur le ventre, comme ça, parce que si on prend la respiration en basculant la tête et autres, on se met en danger de transmission du Covid. Donc, pour le moment, on ne le fait pas. Et on ne vérifie la respiration qu'au niveau ventral. D'accord. Alors, plusieurs personnes posent la même question. Pourquoi pas de PLS avec le Covid? Et si tu peux, parce que tout le monde n'est peut-être pas bien habitué à tous ces termes techniques, si tu peux redire ce que signifie PLS et pourquoi tu as dit qu'il fallait pas de PLS. Beaucoup des gens qui nous écoutent ne comprennent pas exactement le rapport avec le Covid. Merci de ta réponse. PLS, c'est position latérale de sécurité que l'on met, donc c'est une personne que l'on va mettre sur le côté avec une certaine technique. Cette technique va permettre de ne pas aggraver l'état de la victime, parce que bien sûr, on va retourner pour mettre sur le côté une victime de façon à ce qu'elle ne s'étouffe pas et que les régurgitations qu'elle pourrait avoir puissent s'écouler. En la mettant sur le côté, donc ça va pouvoir s'écouler plutôt que de revenir. Parce que
la victime qui est sur le dos et qui est inconsciente, les voies aériennes sont bouchées. Hein, donc, ça ne va pas pouvoir ressortir. Et donc, c'est pour ça qu'on la met sur le côté. Et pour le faire, ben, il faut prendre une technique qui s'appelle la technique de la position latérale de sécurité, qui va permettre de ne pas aggraver un éventuel traumatisme qu'elle pourrait avoir. Donc, ça, c'est le pourquoi. Ensuite, pourquoi on ne le fait pas dans la période Covid? Parce que tout simplement, on va être obligé de s'approcher de la victime au niveau de la tête. Et donc, pour pouvoir mettre une main d'une certaine manière, ensuite on va retourner d'une autre manière et tout. Donc, on va être au plus proche de la tête de la victime. Et donc, ça, on va éviter. C'est pour ça qu'on va surveiller la victime au niveau du ventre pour voir qu'elle respire bien. Et si on voit qu'elle ne respire plus, là, on va attaquer le massage cardiaque. C'est le même principe de pourquoi on ne fait plus le bouche à bouche. D'accord. Encore une ou deux questions. Il y a beaucoup de questions qui arrivent. Certains ont été choqués dans ton exposé sur, tu expliquais, quelqu'un saigne et ils ont eu l'impression que tu t'occupais avant tout du saignement, que tu allais y passer beaucoup de temps et que finalement tu oubliais l'urgence, peut-être l'arrêt cardiaque. On peut imaginer quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, il tombe, pas de chance, il se cogne, il saigne un peu, mais voilà, et les gens sont choqués par ce que tu viens de dire en disant, je m'occupe surtout de l'accident hémorragique, et il y en a même un qui nous a mis en commentaire, bon bah voilà, il sera au cimetière avec certainement une compression parfaitement bien réalisée. Voilà. Comment tu réponds à ça? Il me semble l'avoir dit, mais c'était pourquoi on s'occupe, c'est la technique de l'examen en premier secours. On vérifie d'abord l'étouffement, bien sûr, mais ça se voit, c'est très rapide. Ensuite, on vérifie le saignement abondant. Et ensuite, on va voir l'inconscience. L'arrêt cardiaque fait partie de l'inconscience, sauf que l'arrêt cardiaque, donc en plus, il ne respirera plus. Donc, s'il ne respire plus, c'est là qu'on va faire l'arrêt cardiaque. Mais par contre, s'il saigne abondamment, si on va faire un arrêt cardiaque, il va continuer à se vider. Et pour se vider de son sang, en 3 à 4 minutes, il n'y en aura plus. Donc, ça ne sert à rien de faire un massage cardiaque s'il n'y a plus de sang. Parce que c'est le sang qui va apporter l'oxygène au niveau du cerveau. Et donc, on n'aura plus de transport d'oxygène et des nutriments que le cerveau a besoin. Et donc, quand on va faire un massage cardiaque, ce n'est pas le cœur qu'on veut sauver, c'est surtout préserver la circulation au niveau du cerveau. Donc là, tu nous dis c'est une question de bon sens. Hein. Si c'est une plaie qui saigne un petit peu, bon, on s'occupe bien sûr avant tout du cœur. Si par contre il y a une hémorragie importante, il faut absolument faire quelque chose. Alors, dernière question, parce que le temps passe. Une très bonne question aussi, c'est est-ce qu'il y a un risque finalement à faire un massage cardiaque? Alors, on ne sait pas trop si la personne est en arrêt. Est-ce que c'est dangereux finalement de masser quelqu'un qui n'est pas en arrêt et on croit qu'il est en arrêt? Qu'est-ce que tu en penses finalement? Non, il n'y a pas de risque. Donc, c'est vrai qu'il y a quelques années, on demandait aux secouristes de faire très attention et d'être bien sûr qu'il était en arrêt cardiaque par rapport à quelqu'un qui ne le serait pas. On est revenu un peu là-dessus et maintenant, on conseille, en cas de doute, déjà, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire des gaspes ou autre. Alors, les gaspes, on a l'impression que la personne respire parce qu'elle fait du bruit, elle bouge, mais ce n'est pas une respiration normale. C'est une respiration qui est dite agonique. Et donc là, lorsque on va voir cette respiration, si on n'a pas les 2 à 4 respirations sur les 10 secondes amples et normales, donc là, la personne on considère qu'elle ne respire pas, même s'il y a du bruit, même s'il y a autre. Et donc, c'est pour ça que faire un massage cardiaque à quelqu'un qui n'en a pas besoin, c'est pas grave. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas faire un massage cardiaque à quelqu'un qui en aurait besoin. Parce que là, on le condamne pratiquement. D'accord, donc ta réponse est très claire. Hein. Si vous hésitez, vous ne savez pas trop, il faut mieux faire un massage cardiaque. Si la personne n'est pas en arrêt cardiaque, ça ne lui fera pas de mal. Et si par contre il est en arrêt, ça lui fera que du bien. Merci Michel pour ton exposé et tes réponses très claires à toutes ces questions. Je vous remercie de vos très nombreuses questions. Il y en a certaines que j'ai notées qui seront en fait pour notre collègue qui va intervenir après. En particulier, beaucoup demandent comment on trouve un défibrillateur. Une autre question, et la technique me confirmera, certains me demandent est-ce qu'on est enregistré, est-ce que ça nous permettra comme ça de revoir après cette émission, et je
crois pouvoir vous dire qu'en effet, c'est enregistré et certainement on vous expliquera après comment on pourra la réécouter, bien entendu. Donc maintenant, sans tarder, je vais donner la parole au docteur Jean-Marc Philippe. Je le remercie d'être avec nous parce qu'en période de Covid, il ne doit pas manquer de travail. Et donc, il va nous exposer ces deux problèmes. Le premier qui a un peu évoqué déjà Michel Nérat, où en est la loi, qu'est-ce que l'on doit faire, est-ce qu'on a une crainte à avoir à faire des gestes qui sauvent. Et puis deuxièmement, et c'est beaucoup de questions, comme je l'ai dit là-dessus, où peut-on trouver des défibrillateurs? Jean-Marc, je te donne la parole. Merci beaucoup, professeur Messner. Merci à la Fédération française de cardiologie de m'accueillir ce soir pour partager ce moment avec vous. C'est vrai que nous avons un partenariat très très fort entre le ministère de la Santé, plus particulièrement la DGS et la Fédération française de cardiologie, qui nous aide à mener je dirais ce combat, hein, quelque part, autour de l'arrêt cardiaque, de l'amélioration du taux de survie. Le professeur Messner en a parlé tout à l'heure. Et donc, je tiens vraiment à vous remercier. Et pour moi, c'est aussi un moment important parce que quand j'ai travaillé longtemps dans le département du Cantal, j'ai beaucoup travaillé avec l'association Cœur et Santé, avec son président Gérard Delange. Je ne sais pas s'il est connecté, mais en tout cas, je le salue et ça a toujours été très important pour moi de pouvoir m'associer à l'action des clubs Cœur et Santé qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Et en tout cas, un grand, grand merci à tous. Alors effectivement, on peut lancer le diaporama si vous le souhaitez. Je vais vous parler à l'occasion de cette semaine du cœur de deux choses, à la fois où on en est de la loi du 28 juillet 2018 du 28 juin 2018 qui a permis l'adoption quelque chose d'important autour de l'accessibilité des défibrillateurs et de l'équipement des défibrillateurs donc au niveau des établissements recevant du public, et de voir un petit peu comment on a décliné cette loi pour créer cette base de données nationale des défibrillateurs qui a été lancée en début de cette année, avec quand même des difficultés inhérentes à la crise sanitaire malheureusement, et qui a donné lieu donc cette base de données avec ce logo que je vous dévoile sur cette diapositive, GODAE, la base de données des défibrillateurs, avec un slogan qui me paraît très très parlant, c'est déclarer son défibrillateur pour permettre de localiser et permettre de sauver. On est complètement dans la continuité de ce qu'a présenté M. Michel Nérat, c'est-à-dire que bien évidemment on fait des gestes, les gestes qui sauvent, mais dès lors qu'on est face à un arrêt cardiaque, eh bien, le recours à un défibrillateur va être important. Diapositive suivante. Donc, on est parti quand même d'un constat, et ce constat, vous le connaissez tous, on le partage. À peine un citoyen sur 10 survit à un arrêt cardiaque, faute d'avoir bénéficié d'une personne qui intervient et qui donc porte secours, et ça, c'est très important de porter secours. On a souvent, et moi j'ai fait pas mal d'interventions en préhospitalier à une époque de ma vie, et on arrivait, il y avait beaucoup de gens autour de la victime. Personne n'avait osé intervenir, et personne n'osait intervenir parce qu'on avait peur de faire du mal. Et ça nous permet de dire que là, M. Nérat en a parlé, qu'on a une loi maintenant du citoyen sauveteur qui dit que, eh bien, on ne peut pas être considéré comme quelqu'un qui fait du mal dès lors qu'on intervient de bonne foi pour porter secours. C'est extrêmement important. Il y a un nombre d'arrêts cardiaques, on l'a vu, 40 à 50 000 sont recensés, et on sait que l'utilisation d'un défibrillateur va améliorer considérablement les chances de survie de la personne qui fait l'arrêt cardiaque. Donc l'objectif, c'est bien évidemment de pouvoir coupler l'accessibilité au défibrillateur à l'apprentissage des gestes de secours. Et avec nos collègues du ministère de l'Intérieur qui portent toute la politique autour des gestes de secours, on a inscrit ça dans ce qu'on appelle le plan national de santé publique, qui s'appelle le plan santé-prévention, avec un objectif, c'est de former 80% de la population aux gestes qui sauvent. C'est l'objectif que le président de la République a donné à l'ensemble des ministères pour pouvoir améliorer à la fois la formation des jeunes, mais aussi une formation tout au long de la vie, et c'est un petit peu l'objectif de la loi que M. Nérat a cité tout à l'heure sur le citoyen sauveteur, pour pouvoir améliorer ses chances de survie. Et bien évidemment, pour trouver mieux les défibrillateurs, eh bien, nous avons créé une base de données nationale qui fait partie de ce corpus de la loi et qui permet de faciliter la localisation de ces défibrillateurs. Alors cette loi donc, du 28 juin 2018,
eh bien, elle porte 3 obligations. Première obligation, c'est l'obligation d'équiper les établissements recevant du public, qu'on appelle couramment les ERP, en défibrillateurs. Et ça a fait l'objet d'un travail que l'on a mené en interministériel. On a porté ce décret en Conseil d'État pour vérifier qu'il correspondait bien et que l'on était bien dans le cadre de la loi. Eh bien, donc, crée cette obligation pour les propriétaires des établissements recevant du public de s'équiper, d'équiper. L'objectif est très simple, c'est que quand on rentre dans un établissement recevant du public, et si malheureusement on fait un arrêt cardiaque, eh bien, on peut trouver ce défibrillateur facilement pour pouvoir intervenir immédiatement et permettre à des secouristes d'intervenir, à des citoyens qui ont été formés grâce aux actions que vous menez à la Fédération française de cardiologie et que mènent beaucoup d'associations qui forment, eh bien, de pouvoir intervenir et de pratiquer les gestes qui sauvent et d'utiliser ce défibrillateur. Le deuxième point, c'est là toujours dans le même objectif de faciliter l'accès au défibrillateur, c'est renforcer la signalétique. C'est quand je rentre dans un endroit, je vois un logo qui me dit là, il y a un défibrillateur, je le vois de la rue, c'est signalé, il y a des flèches pour le trouver. Et l'objectif est de pouvoir bien le localiser rapidement pour pouvoir l'utiliser le plus vite possible. Vous savez, on envoie quelqu'un, pendant qu'on pratique les gestes qui sauvent, on envoie quelqu'un chercher le défibrillateur en disant suivez les flèches, vous allez le trouver et vous me le ramenez, et là on va pouvoir l'utiliser. Le troisième point de cette loi, c'était de créer une base nationale de défibrillateurs pour avoir un lieu unique de localisation, d'information sur les défibrillateurs. Et l'objectif de cette loi, c'est de le mettre à disposition de l'ensemble des acteurs, que ce soit des applications sur les téléphones, que ce soit au niveau des standards des sapeurs-pompiers du SAMU, pour pouvoir localiser le plus rapidement possible ces défibrillateurs. Et donc, ça a créé aussi une loi extrêmement, une disposition dans la loi, c'est aussi que toute personne qui installe un défibrillateur est en charge de sa maintenance. C'est-à-dire qu'il est responsable de sa bonne fonctionnalité et par la mise en œuvre d'une maintenance régulière. Et donc ça, c'est un point essentiel parce qu'on a un parc qui s'est déployé à partir de 2007, quand on a créé donc la possibilité à tout citoyen d'utiliser un défibrillateur, personne non médecin, qui a été quand même une révolution culturelle dans notre pays, mais c'est aussi de maintenir en permanence ces appareils fonctionnels. Ça veut dire de permettre de faire en sorte qu'ils fonctionnent quand on en a besoin. Ça veut dire assurer cette maintenance avec notamment la surveillance des batteries et la surveillance des équipements. Vous savez, c'est des électrodes que l'on va décoller et coller sur le thorax du patient, donc c'est important. Alors, comment on peut trouver un défibrillateur? Eh bien, depuis le 1er janvier 2020, les établissements recevant du public de catégorie 1, 2 et 3 doivent installer un défibrillateur, c'est-à-dire que c'est les établissements qui ont une capacité d'accueil d'au moins 300 personnes. Et à partir du 1er janvier de l'année prochaine, de 2021, eh bien, ce sera la catégorie 4 qui va être concernée. Donc, c'est les établissements qui vont accueillir au moins 300 personnes. Et à partir du 1er janvier 2022, là, on a ciblé dans des catégories d'établissements plus petites des établissements qui devront quand même s'équiper, même s'ils ont moins de 300 personnes. Ce sont les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'accueil pour personnes handicapées, parce qu'on a des personnes à risque. Ce sont les établissements aussi de soins, établissements par exemple centres de santé ou des établissements donc, qui vont prodiguer des soins. C'est les gares, parce qu'on sait que statistiquement, eh bien, ce sont des lieux de stress, des gares, les aéroports. En général, ce sont des établissements qui reçoivent beaucoup de public, donc ils sont concernés. Mais on peut avoir des petites gares, et notamment qui peuvent être concernées par cette jauge de moins de 300 personnes. Et ces gares, eh bien, on les a identifiées. Puis on a identifié 2 sites qui sont à la fois à risque, parce que les personnes y ont fait des efforts, ils sont loin des secours, et puis en plus ils sont en altitude en général. Donc, on a une diminution de la pression partielle en oxygène, donc ça favorise l'arrêt cardiaque là-dessus. Donc, c'est ces restaurants, les hôtels-restaurants de montagne et les refuges de montagne qui ont été ciblés. Et enfin, ce sont des lieux où on fait des arrêts cardiaques, ce sont les établissements sportifs. Et donc, on a travaillé avec la direction des sports pour pouvoir mettre en place
ces dispositions visant à équiper donc ces salles de sport pour permettre d'intervenir si un sportif fait un arrêt cardiaque. Et vous savez que l'arrêt cardiaque du sportif, c'est quand même assez fréquent. Je crois que c'est 800 sportifs qui font tous les ans donc un arrêt cardiaque. Diapositive suivante. Alors, je possède un défibrillateur. Quelles sont mes obligations? Bien, on a vu qu'il y avait une obligation de signalétique. Il faut le montrer où il est et qu'il soit facile. Il ne faut pas le mettre dans un fond de couloir, caché derrière un placard. Il faut qu'il soit visible pour que, quand on en a besoin, on le trouve facilement. C'est de le déclarer, comme je vous le disais tout à l'heure, et ça, c'est important, et participer activement à la délocalisation, mettre en place les informations permettant son accessibilité, sa localisation, de savoir s'il est à l'extérieur du bâtiment, s'il est à l'intérieur du bâtiment, parce que, bien évidemment, si le bâtiment est fermé, on ne pourra pas aller le chercher. C'est pour ça qu'on incite aussi à le mettre à l'extérieur des bâtiments, parce que comme ça, il est accessible en permanence, et le déclarer au niveau de la base nationale des défibrillateurs. Vous voyez le portail national qui permet de déclarer son défibrillateur. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'obligation de maintenance. Le défibrillateur est un dispositif médical qui est soumis, comme tous les dispositifs médicaux, à une obligation de maintenance, et donc il faut qu'il puisse se référer, le propriétaire, aux recommandations du fabricant et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui sur son site a tous les éléments pour pouvoir guider un propriétaire en termes de maintenance. Diapositive suivante. Eh bien, pour avoir davantage d'informations, vous avez à votre disposition une page que l'on maintient à jour sur le site du ministère de la Santé. Vous trouverez l'adresse qui vous permet d'y accéder directement. Et puis, dès lors que vous avez un défibrillateur, eh bien, déclarez-le. Quand vous le déclarez, vous faites un geste citoyen parce que vous allez permettre à une personne de l'utiliser, un citoyen sauveteur qui va à un moment sauver une vie. Et par votre acte d'installer ce défibrillateur, même si la loi l'oblige quelque part, c'est plus un acte citoyen, eh bien, vous allez permettre de sauver des vies. Et ça, je crois que c'est la meilleure valorisation que vous puissiez faire de votre installation et de contribuer à une chaîne de survie essentielle. Et donc ça, c'est un beau geste citoyen. Je crois que c'est notre dernière diapositive. Voilà, et donc merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous avez une adresse qui est à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça, pour répondre à vos questions et vous aider dans votre démarche d'installation du défibrillateur pour pouvoir, là aussi, sauver des vies. C'est notre objectif. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Alors, même si on est un tout petit peu en retard, néanmoins, on va prendre 5 minutes parce qu'il y a énormément de questions qui sont arrivées. Les questions, on peut les regrouper sur la formation, beaucoup de questions sur la formation, et ensuite, comment on trouve un défibrillateur. Parce que tu as très bien expliqué que le ministère, grâce à vos travaux, va permettre et obliger qu'il y ait de plus en plus de défibrillateurs à des tas d'endroits. Mais la grande question, comment les trouver? Alors, première question sur la formation, puisque tu es assez proche du ministère, et donc voilà, on voudrait savoir un petit peu ce que tu en penses. Il y en a d'abord beaucoup qui demandent pourquoi la formation au geste qui sauve, en général, en France, est payante. Quels sont les projets actuellement pour que ce soit gratuit, obligatoire, etc., puisque beaucoup, pour se former, sont obligés de payer. Alors d'abord, il y a un premier axe de formation qui est la formation, on va dire, du flux de nos jeunes qui arrivent. Et donc, c'est l'objectif de les former pendant leur scolarité, et notamment à la fin du collège. L'objectif est d'avoir 100% des collégiens qui sont formés au PSC1. On va même plus loin que le geste qui sauve, vraiment pour leur donner ce cursus complet du citoyen sauveteur, enfin du premier secours civique, et leur permettre d'avoir tout ce bagage parce qu'il va être utile dans tous les moments de leur vie. Ça, c'est important, et ça, c'est une formation qui se fait donc gratuitement au sein de l'Éducation nationale, qui a fait un énorme travail pour permettre de le faire. Après, on a tout un tas d'occasions de se former. Je pense beaucoup à la formation dans le milieu du travail, et d'ailleurs, c'est un des axes de la loi sur le citoyen sauveteur. C'est important de se former dans ce cadre-là. C'est important aussi de se former à tous les âges de la vie. Et d'ailleurs, notamment, il y a un moment essentiel, c'est au moment du départ à la retraite, la fin de la vie professionnelle. Je pense qu'il faudrait qu'on mette un axe très très fort là-dessus, notamment dans le milieu du travail, pour pouvoir
avoir des jeunes retraités qui vont partir former et qui, parce que c'est un âge de la vie où malheureusement, eh bien, le problématique de l'arrêt cardiaque peut venir. Donc, on a plein d'occasions de se former. Il y a des journées aussi de formation gratuites qui se font dans différents sites. Alors après, le geste qui sauve, c'est une formation, on va dire, courte, qui doit être aussi une incitation à se former davantage par le PSC1. Effectivement, les associations peuvent demander une contribution à cette formation parce que ça nécessite du matériel pédagogique, ça nécessite du temps aussi, hein, c'est pas forcément. Donc, moi, je ne suis pas forcément choqué qu'on demande une contribution. C'est un petit investissement pour quelque chose de très important dans sa vie. Donc, formez-vous et profitez de tous les moments pour vous former. Autre question tout à fait dans ce même domaine, certains citent l'Allemagne où, par exemple, lors du permis de conduire, on oblige, on conseille ou on oblige, je suppose, de savoir faire les gestes qui sauvent. Est-ce que tu penses que c'est une piste également au point de vue du ministère? Oui, c'est quelque chose pour lequel nous plaidons. Alors après, il y a des contraintes, hein, parce que c'est vrai que le permis de conduire coûte cher, donc rajouter ça, c'est vrai que ça peut être une contrainte. Mais notre objectif, in fine, c'est que de facto, quand on aura formé, là on est quasiment à 80% des jeunes qui sortent et on augmente chaque année, bah, de facto, tous nos jeunes seront formés et quand ils passeront le permis de conduire, ils auront déjà. Et après que pendant le permis de conduire, à un moment donné, on puisse rappeler des gestes essentiels. Ça, je pense que toutes les occasions sont bonnes pour rappeler des choses de base. C'est globalement oser intervenir. Vous ne ferez pas plus de mal parce que si vous n'interviendrez pas, la personne, elle va mourir. Donc, je crois que c'est vraiment le message à faire passer pour que on n'arrive plus sur des arrêts cardiaques où tout le monde est autour et personne n'a osé pratiquer les gestes. Alors, encore une dernière question, puisque je suis mon timing et pour avoir tes 5 minutes de questions. Quand tu as bien expliqué que vous mettez en place GeoDAE pour avoir la base de savoir où sont tous les défibrillateurs. Comment tu vois en pratique comment ça va se passer? C'est-à-dire, il m'est arrivé, comme malheureusement beaucoup d'entre nous, d'être confronté à un arrêt cardio-respiratoire sur la voie publique et on appelle, on commence à masser et puis on cherche le défibrillateur. Comment tu penses qu'en pratique, si on se projette grâce à ce que vous faites, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, comment on va se passer pour trouver ce défibrillateur? Dès lors qu'on appelle un service de secours, que ce soit le SAMU, les sapeurs-pompiers, eh bien, ces services seront directement connectés sur la base. Et avec les systèmes de géolocalisation que l'on peut avoir, eh bien, on peut tout à fait localiser autour de l'endroit où se passe l'arrêt cardiaque tous les défibrillateurs qui sont disponibles, et notamment l'importance de bien le déclarer et surtout de renseigner s'il est dans un bâtiment accessible H24 ou éventuellement avec des horaires d'ouverture, va permettre de guider immédiatement la personne qui appelle. Comme l'a dit M. Nera, quand vous appelez, vous allez avoir un interlocuteur, que ce soit un opérateur sapeur-pompier ou une assistante de régulation médicale du SAMU. Elle va vous guider dans le geste et elle va dire, voilà, vous avez un défibrillateur qui est situé à tel endroit, envoyez quelqu'un le chercher. Et même, on va même plus loin. Et sur Paris, il y a eu des expériences extrêmement intéressantes. C'est aussi d'appeler l'endroit où est le défibrillateur pour dire, voilà, il y a quelqu'un qu'on a envoyé, il va venir, voilà, pour ne pas perdre de temps, vous lui donnez, et comme ça, le défibrillateur, eh bien, on va gagner un petit peu de temps. Donc maintenant, la technique permet de faire des choses extrêmement intéressantes et de faciliter justement la localisation du défibrillateur pour permettre, et plus on en aura autour, eh bien, mieux on arrivera à les utiliser. Merci, merci Jean-Marc. Je reçois des questions. Je suis vraiment désolé auprès de tous ceux qui interviennent. Pendant ton exposé, j'ai reçu 45 questions. J'ai la difficulté de les lire, de les synthétiser en même temps. Ce qui veut dire qu'il faudra bien que l'on garde de côté ces questions pour nous, pour pouvoir vous répondre peut-être même a posteriori. Je m'excuse, on n'arrivera pas à répondre à toutes les questions en même temps, mais ceci montre les enjeux et l'intérêt que vous avez pour ces différents exposés. Donc maintenant, je vais donner la parole à notre collègue et ami, le docteur Jean-Louis Bourdon, qui donc va nous parler de la formation des gestes qui sauvent au sein des clubs Cœur et Santé. À toi, Jean-Louis.
Bien, donc je vais commencer par vous présenter en quelques diapositives un peu l'action de la Fédération française de cardiologie depuis un quart de siècle. Vous pouvez lancer le diaporama et passer même à la troisième diapositive. Voilà. Donc, une grande date, ça a été la journée nationale de l'arrêt cardiaque, donc en 1994. Vous avez un peu les documents de campagne, une carte et puis un dépliant. Et j'ai mis au milieu la fiche qui montrait un peu tous les acteurs de l'urgence. Vous voyez qu'il y a énormément de monde et j'ai entouré en rouge les clubs Cœur et Santé. Ensuite, la fédération a donc lancé la carte de l'urgence cardiaque. Donc, ce sont des documents qui existent, que vous pouvez toujours demander à la Fédération française de cardiologie. À la suite de l'arrêt cardiaque du député maire de La Rochelle, les membres de la fédération sont allés à donner l'information aux élus de la nation pour les sensibiliser à ce problème de l'arrêt cardiaque, et ce qui a permis d'aboutir à des lois qui ont profondément changé la prise en charge par les citoyens. Il y a eu des formations gratuites. Là, vous avez pendant 3 ans la campagne Arrêt cardiaque, une vie 3 gestes qui a été lancée avec des dépliants, des expositions. Des clubs ont été équipés, on verra tout à l'heure qu'il y en a un certain nombre qui le sont, des clubs Cœur et Santé, des brochures pour les élus, les entreprises. Et ça, c'est un état des lieux de juin 2008. Vous voyez qu'il y avait en France encore pas trop de défibrillateurs. Ça a profondément changé maintenant. Donc la suivante. Alors, on a beaucoup parlé de bouche à bouche. Donc, en 2010-2011, avec la Croix-Rouge, la fédération a fait une étude sur la mémorisation des gestes qui sauvent à partir de 1000 personnes recrutées par les clubs Cœur et Santé. Donc, les participants étaient divisés en 2 groupes. Un groupe, on leur apprenait les gestes qui sauvent sans bouche à bouche et l'autre avec le bouche à bouche. Les personnes étaient évaluées, puis on les revoyait 6 mois après et on regardait ce qu'ils avaient retenu. Et globalement, donc on amène ça au débat sur le bouche à bouche, les personnes qui avaient la formation courte, entre guillemets, c'est-à-dire sans bouche à bouche, avaient mieux retenu les gestes qui sauvent. Ensuite, la fédération a fait le quiz Savez-vous sauver, donc en 2015. Et puis, tout le monde en parle. Donc, le citoyen sauveteur, donc la fédération était un peu milité pour ce statut depuis plus de 10 ans. La suivante. Alors, les clubs Cœur et Santé, donc suivante, ont été interrogés en janvier par la commission des gestes qui sauvent de la Fédération française de cardiologie. Donc, il y a eu 158 réponses et 139 clubs organisent des formations. Donc, vous voyez que certains sont peu actifs, entre guillemets, mais même moins d'une fois par an, mais beaucoup font une fois, voire jusqu'à plus de 3 fois par an. Alors, beaucoup de formations sont organisées en partenariat avec les mairies, avec l'éducation nationale, et les clubs Cœur et Santé organisent eux-mêmes, sont à l'origine de formations directement. Enfin, la plupart des clubs forment leurs membres aux gestes qui sauvent, donc c'est 9 clubs sur 10. La suivante. Alors, quel est le public formé ou initié? On a parlé de formation et d'initiation, on y reviendra. Au niveau scolaire, donc 4 clubs sur 10 ont des actions au sein de l'éducation nationale. Et vous voyez, pour certains, ça commence à la maternelle et pour d'autres à l'université. Donc, la majorité, c'est quand même l'élémentaire et le secondaire. Le grand public, c'est 7 clubs sur 10 qui font des actions grand public. Au passage, vous avez vu un dessin d'enfant. Donc, quand la fédération a lancé ses actions, il y avait un concours national de dessin. Donc, la suivante. Alors, quand les clubs font-ils des formations? Et le parcours du cœur, donc au printemps, est une manifestation clé de la fédération. Et la plupart des clubs organisent des formations donc des initiations à cette occasion. Mais on peut aussi utiliser la Semaine du Cœur, pas cette année, bien entendu, des forums municipaux d'associations, la Saint-Valentin, les marchés de village, le Téléthon, ou de manière plus spécifique. Alors, en général, les clubs font des formations non diplômantes.
organise des formations de diplômantes en faisant appel à des organismes de secourisme, à des pompiers, à des médecins ou des infirmières. Ils utilisent donc différentes techniques, ça c'est moins important, mais mannequin classique, mini-mannequin, vidéo. La suivante. Alors, la formation des adhérents, donc on a demandé si des gens étaient non pas initiés, mais formés donc, au PSC1, donc premier secours civique de niveau 1. Eh bien, 85% des clubs ont des adhérents qui ont reçu une formation. Et puis, comme Michel Nera, 15% des clubs ont des membres qui sont formateurs, soit PSC1, donc, soit SST, donc secouriste, sauveteur secouriste au travail. Et puis, les 3/4 des clubs sont équipés d'un DAE. Ça veut dire qu'il y en a encore un quart qui ne le sont pas. Alors, quelle perspective d'avenir? Suivante. Donc, bien entendu, vous l'avez compris, il faut qu'il y ait davantage de personnes formées. Donc, lorsque les collégiens ont tous été formés, ça sera beaucoup plus simple. Mais il faut former donc des gens dans les clubs, des gens au sein du grand public, avec donc 2 types de formations. Donc, les formations diplômantes, bien entendu, c'est les formations complètes, donc les meilleures, mais le public, on va lui demander quand même de passer 8 ou 10 heures, donc c'est peut-être plus difficile, alors que l'initiation courte, c'est 2 heures. Ça peut être le moyen de mettre les gens dans un circuit de formation plus complet par la suite, comme ça a été mentionné. Alors, ensuite, pour faire ces actions, la fédération va lancer un recensement exhaustif donc des personnes qui ont un PSC1 ou un SST parmi les membres des clubs, celles qui ont un diplôme de formateur. Et puis, l'objectif, c'est qu'il y ait davantage de formation dans les régions, dans les clubs, pour initier une grande chaîne de formation des adhérents. Suivante, c'est la dernière. Alors, on a parlé donc d'initiation aux gestes qui sauvent et de formation. Donc, les initiations, comme je l'ai dit, c'est en général 2 heures. On pourrait envisager une grande action nationale à l'occasion de la Journée mondiale des gestes qui sauvent, avec des formateurs PSC1 ou SST, mais l'arrêté du 30 juin 2017 permet à des titulaires d'un PSC1 de moins de 3 ans ou des personnels de santé, médecins ou infirmières, et il y en a dans les clubs, de former le public en respectant donc des recommandations techniques et pédagogiques, bien entendu. On est là pour faire les choses dans les règles et pas faire n'importe quoi. Voilà. Merci, merci à toi Jean-Louis. Ton exposé fait très bien la transition, voilà, et fait très très bien. Il faudrait que je ne suis plus sur l'écran, Monsieur Hervé. Donc, voilà, merci. Donc, ton exposé fait très bien la transition avec celui précédent. On a parlé de la formation des jeunes. Au niveau de l'école, vous avez vu quand même que ça a bien avancé, puisqu'on arriverait à pratiquement 80% des jeunes formés. Donc, quand ils vont grandir, ça sera quand même très important au niveau de la population. On a vu dans certains pays, c'est obligatoire, comme ça a été bien signalé dans vos remarques que vous m'envoyez dans d'autres pays au moment du permis de conduire. Mais c'est vrai que beaucoup aussi de vos questions sont autour des gens plus âgés, hein, comme moi. C'est la formation des seniors. Et donc, il était indiqué tout à l'heure une première très bonne piste, c'est au moment de la retraite, c'est vrai. Mais là, tu viens de nous expliquer, Jean-Louis, qu'il y a une autre piste importante, nous y croyons tout à fait au niveau de la Fédération française de cardiologie, c'est justement se former à travers nos clubs Cœur et Santé. Tu as montré qu'il y avait beaucoup de clubs et de membres des clubs qui sont formés. Je rappelle qu'il y a à peu près 17 000 adhérents à nos clubs Cœur et Santé à travers la France et que ça peut faire un maillage très important de formations gratuites avec des formations qui ne sont peut-être pas diplômantes, mais qui pendant 2 heures nous permettent d'apprendre les gestes qui sauvent. Alors, comment tu vois un petit peu, parce qu'il y a aussi un point important, c'est qu'on pense souvent à l'arrêt cardiaque dans la rue, etc., mais bien souvent, on le sait bien, ces arrêts cardiaques surviennent à domicile, donc ce sont avant tout les membres de la famille qui sont confrontés. C'est pour ça qu'il est très important que les conjoints et conjointes de patients cardiaques soient formés et que globalement, les familles soient formées. Voilà.
Donc, Jean-Louis, dans les questions, comment tu vois un petit peu, quand tu as dit que c'était 75%, je crois, à peu près dans les clubs, c'est les clubs de toute la France ou c'est une étude qui est localisée à ta région ou à quelques régions? Est-ce que tu peux Non, nous c'était au expliquer niveau ça? national. C'est une enquête nationale au niveau de tous les clubs Cœur et Santé. Alors, les clubs, je pense que ça va être relativement facile si la fédération en a la volonté, je crois qu'elle est là. Par la suite, je pense qu'il faut aller au-devant du public. Alors, quand une commune met en place un défibrillateur, en général, il y a une formation, parce que si on met un défibrillateur et que les gens ne sont pas formés, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, il y a, en tout cas, nous, dans notre expérience, dans notre secteur, il y a des mairies qui nous sollicitent pour former leur population à l'occasion de la mise en place d'un défibrillateur, mais également, mais ça c'est une minorité malheureusement, pour faire des piqûres de rappel, refaire une formation 1 ou 2 ans après, parce que c'est comme tout, l'enseignement, c'est l'art de répéter. Et donc, on peut comprendre que les gens ne vont pas retenir du premier coup exactement tout ce qu'il faut faire. Alors, il m'est demandé aussi, les gens, comment, il y en a qui me demandent, parce que donc il y a des gens qui ne sont pas dans des clubs Cœur et Santé ou à la fédération, qui nous demandent comment on rentre dans les clubs Cœur et Santé. Vous savez que les clubs Cœur et Santé, ce sont la plupart des patients cardiaques qui ont eu des accidents cardiaques, des infarctus, des crises d'angine de poitrine ou qui ont une valve cardiaque et chez lesquels on préconise la poursuite d'une activité physique régulière encadré, adapté, il ne s'agit pas de compétition, et qui est très bon pour la santé des cardiaques. Se joignent à ces personnes souvent leurs conjoints, hommes ou femmes, qui vont les accompagner, qui vont apprendre aussi donc les gestes qui sauvent. Vous avez compris que c'est très important. Voilà, j'ai expliqué un petit peu parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Pour revenir à toi, Jean-Louis, comme question, est-ce que dans les clubs, tu dis que donc, par exemple, la mairie va appeler le club Cœur et Santé, tu es à Saint-Dié, est-ce que vous êtes à même, au niveau de votre club, d'aider à la formation, au niveau d'une action faite par la mairie pour apprendre les gestes qui sauvent? Un certain nombre de clubs le font, mais pas tous. Dans certaines communes, il y a des actions d'envergure avec des formations de 1000 ou 1500 personnes, hein, dans des grandes communes. Au niveau de certains clubs, effectivement, si je peux prendre l'exemple de notre club, on a pas mal d'infirmières retraitées également qui ont travaillé en cardiologie. Donc, on a des gens qui savent ce que c'est que la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Et donc, on utilise des matériels, des mini-mannequins, ce qui permet de former pas mal de personnes en même temps grâce à une vidéo. Et je dois dire que c'est pour nous, en général, très valorisant. Je crois que les gens sont très satisfaits de cette formation et à chaque fois, comme ça a été mentionné par mon prédécesseur, on insiste auprès des gens pour qu'ils aillent voir les organismes de formation pour qu'ils puissent passer le PSC1. Merci, merci Jean-Louis. Alors, pour répondre à d'autres questions directement liées au club, certains nous demandent comment devenir membre d'un club. Ben, c'est simple, vous allez sur le site de la Fédération française de cardiologie, vous aurez la carte de la France avec tous les clubs Cœur et Santé et avec tous les contacts nécessaires si vous le souhaitez. Voilà, merci à toi Jean-Louis. Maintenant, donc, nous allons passer à l'exposé suivant qui va être donc présenté par le professeur Gérard Elf qui va nous parler de Covid et arrêt cardiaque. Et je me permettrai aussi de lui poser beaucoup de questions qui me restent en pratique sur l'arrêt cardiaque, qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je suis inondé de questions et je pense qu'il est très important qu'on réponde à la plupart de ces questions. Donc Gérard, je te laisse la parole et j'interviendrai après. Merci beaucoup Patrick. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis tout à fait ravi de participer à ce premier webinaire de la Fédération française de cardiologie sur un sujet majeur qui est celui de l'arrêt cardiaque et de celui des gestes qui sauvent. C'est un sujet très important pour la Fédération française de cardiologie. Je voudrais ensuite remercier Dr Philippe pour sa présentation et surtout pour la collaboration qu'il nous permet d'avoir avec la Direction générale de la santé. La Fédération française de cardiologie s'efforce d'apporter ce qu'elle peut
au ministère de la Santé et de faire avancer les choses. Et enfin, pour ma part, pour poursuivre la trame de ce débat, je vais vous présenter les données de la littérature, ou plutôt ce qu'on sait actuellement sur les rapports entre le Covid, entre la Covid, devrais-je dire, et l'arrêt cardiaque. Je vais plus généralement parler un peu de la Covid et du cœur. La Covid, on le sait, a malheureusement des conséquences multiples, insoupçonnables initialement. C'est un vrai séisme qui nous arrive, tant sur le plan sanitaire, que nous connaissons un peu mieux, que sur le plan économique, sociétal et psychologique. La Covid, pour rester simple, nous savons que les symptômes les plus courants comprennent bien sûr des troubles respiratoires, de la fièvre, un essoufflement. Et malheureusement, dans les cas plus graves, l'infection peut entraîner une pneumonie, devoir nécessiter une réanimation et avec une vraie détresse respiratoire nécessitant une intubation et malheureusement entraîner de temps en temps la mort. Qu'en est-il de la Covid et du cœur? Alors en fait, on sait que malheureusement les virus généralement ont un impact sur le cœur, et là aussi il y a une atteinte démontrée du virus SARS-CoV-2, du virus responsable de la Covid, sur le système cardiovasculaire, car le virus pénètre non seulement dans les cellules bronchiques, mais également dans le cœur et dans les cellules endothéliales. Alors, y a-t-il un effet direct du virus sur le cœur qui entraîne une inflammation, une infection du cœur, ce qu'on appelle des myocardites? En fait, la réponse est oui, mais heureusement, finalement, les myocardites très sévères sont relativement rares, et les réanimateurs nous disent que les myocardites gravissimes ne sont pas fréquentes du tout avec ce virus. Néanmoins, cela existe, cela peut occasionner des myocardites relativement peu sévères. Ce virus entraîne également des arythmies cardiaques pour différentes raisons. Qu'en est-il du risque arythmique, c'est-à-dire du risque potentiel que pourraient entraîner des médicaments que l'on prescrirait contre ce virus? Et là, pour être clair, bien entendu, je vais dire un mot de l'hydroxychloroquine dont nous avons tous entendu parler très largement dans tous les médias. On a entendu que la chloroquine, cette hydroxychloroquine, pouvait entraîner des troubles de rythme ventriculaire, des troubles de rythme cardiaque qu'on appelle des torsades de pointe, des troubles de rythme qui nécessiteraient et qui nécessitent un contrôle et une surveillance par l'électrocardiogramme. Mais surtout, je crois pouvoir dire, et je crois qu'on devrait dire actuellement, que si ce risque existe, on l'a sans doute surestimé, on a sans doute dit que ce risque était trop important, mais ce qu'il faut dire actuellement en ce jour, on est le 24 septembre 2020, et je crois que pour tous ceux qui nous écoutent, il faut que les choses soient tout à fait claires, parce qu'elles le sont pour l'ensemble des médecins et des scientifiques. À ce jour, l'hydroxychloroquine, qu'elle entraîne ou qu'elle n'entraîne pas des effets indésirables, l'hydroxychloroquine n'a malheureusement démontré aucune efficacité dans l'infection par la Covid-19. Donc l'hydroxychloroquine, malheureusement, ne marche pas. On a également beaucoup parlé, à juste titre, il y a quelques mois, du risque que pouvaient avoir des médicaments que prenaient beaucoup de nos concitoyens. En effet, dans l'hypertension artérielle, on prescrit des médicaments que sont les inhibiteurs de l'enzyme de conversion. Ce sont souvent des médicaments qui finissent par pril, ou des ARA2, des médicaments dont le nom finit souvent par Zartan. Et on s'est inquiété de savoir si ces médicaments étaient néfastes dans l'infection à Covid-19. La question était légitime, mais là encore, les études nous ont permis de dire et nous permettent de dire qu'à l'heure actuelle, il ne faut surtout pas arrêter les médicaments antihypertenseurs et les médicaments prescrits dans l'insuffisance cardiaque en cas d'infection à Covid-19. Il ne faut pas arrêter ces médicaments.
Alors, quel est l'effet des maladies cardiaques sur l'évolution d'une infection par la COVID-19? Ce qu'il faut savoir, et bien entendu, c'est que l'hypertension artérielle et le diabète sont plus fréquents chez le sujet âgé. Et c'est la raison pour laquelle, comme malheureusement c'est le sujet âgé qui a les formes les plus graves de cette maladie virale, ces facteurs de risque très fréquents que sont l'hypertension artérielle et le diabète sont fréquemment rencontrés chez les patients graves. Il faut néanmoins rassurer les gens et savoir qu'une hypertension artérielle contrôlée, un diabète contrôlé, n'augmente pas considérablement le risque de l'infection par Covid-19. Alors, qu'en est-il des infarctus? Vous avez peut-être entendu dans les médias, encore tout récemment, ces tout derniers jours, que l'on a rapporté une baisse apparente du nombre de patients hospitalisés pour infarctus lors de l'épidémie, lors du pic de l'épidémie en mars-avril. Est-ce une bonne nouvelle? Évidemment, une diminution du nombre d'infarctus serait une bonne nouvelle. On trouverait des explications éventuelles à cette diminution du nombre d'infarctus parce qu'il y a eu, comme vous le savez, moins de pollution, il y a eu moins de stress chez certains professionnels qui n'avaient pas leur travail dans les conditions difficiles de tous les jours en raison du confinement. Mais en fait, malheureusement, s'il y a eu une baisse du nombre de patients hospitalisés pour un infarctus en mars-avril, c'est essentiellement parce que le diagnostic n'a pas été fait, je vais y revenir dans la diapositive suivante, pour de multiples raisons. Et donc en fait, notre rôle, le rôle de la Fédération française de cardiologie, est d'informer l'ensemble de la population et de dire qu'en cas de symptômes suggérant qu'on fait un infarctus du myocarde, c'est-à-dire en cas de survenue d'une douleur thoracique qui dure 15-20 minutes, qui ne cède pas, qui est tout à fait inhabituelle, il faut suspecter la survenue d'un infarctus, ce d'autant qu'on a des facteurs de risque cardiovasculaire et qu'il faut faire appel au secours, appeler le 15, et ceci est particulièrement important. Et c'est important parce qu'on sait qu'en période de Covid, nos comportements sont forcément différents. En période de confinement, bien entendu, les restrictions de déplacement existent. Nous avons également des craintes d'être contaminés à l'hôpital. Et donc, en fait, il y a une réticence à être pris en charge, à appeler les secours. D'autre part, ces secours eux-mêmes ont, lors de l'épidémie, et il faut espérer qu'il n'y ait pas une deuxième vague aussi importante, il privilégie la prise en charge des patients du Covid-19. Il y a également un report des consultations non urgentes. Tout ceci fait qu'on pourrait penser qu'il ne faut pas faire appel au 15 en cas de suspicion d'infarctus ou de détresse respiratoire si on va très très mal, mais en fait, bien entendu, la réponse est négative. Si on va mal, il faut avoir recours au secours. Un petit mot, et j'espère ne pas trop dépasser de mon temps, sinon je serai interrompu, j'en suis certain, par notre modérateur. Je voudrais dire qu'il y a aussi un lien entre la Covid, entre le virus Covid et l'embolie pulmonaire. Les Français ont été parmi les premiers à s'en émouvoir. Les réanimateurs ont rapidement compris que dans cette maladie, beaucoup de patients de réanimation avaient des embolies pulmonaires qui en fait étaient gravissimes. Donc heureusement, on sait de mieux en mieux prévenir ces embolies pulmonaires dans les formes graves de Covid. On donne des anticoagulants plus facilement qu'au début parce qu'on a compris qu'il y avait des troubles de la coagulation induits par ce virus qui est bien entendu extrêmement compliqué à comprendre et dont on ne sait pas encore tout évidemment, mais avec lequel on apprend à vivre. Alors, qu'en est-il de la Covid et de l'arrêt cardiaque? Là encore, les Français, des collègues parisiens, ont un registre extrêmement intéressant qui est celui du registre francilien des arrêts cardiaques. Et ils ont eu l'intelligence de comparer les 6 semaines tragiques
de confinement en mars-avril 2020 avec la même période au cours des années 2012 à 2020. Et sans entrer dans le détail, et on voit de façon extrêmement nette que si l'on regarde l'incidence des arrêts cardiaques en 2020, c'est la courbe en rouge, elle est nettement plus haute que la courbe des années précédentes, de 2012 à 2019, et elle traduit un quasi-doublement des arrêts cardiaques extra-hospitaliers durant cette période. On ne va pas rentrer dans les chiffres compte tenu de l'heure qui tourne, mais pour dire aussi que ces arrêts cardiaques étaient extrêmement sévères, puisque si en général, dans ce registre, la survie des patients qui font un arrêt cardiaque et qui arrivent à l'hôpital est déjà basse, moins d'un patient sur 4 en période normale, en période non épidémique, 22,8%. Vous voyez qu'en période épidémique, la survie à l'admission à l'hôpital n'est que de 13%. Et sur la ligne plus bas, vous voyez, on en a parlé précédemment, que la survie, que la possibilité de sortir de l'hôpital en bonne forme, si on fait un arrêt cardiaque extra-hospitalier, elle est très faible, elle est de 5,4% dans ces registres. Et c'est la raison pour laquelle, comme on l'a dit en début de présentation, les arrêts cardiaques extra-hospitaliers nécessitent une prise en charge, nécessitent la formation de nos concitoyens en gestes qui sauvent, nécessitent la formation aux défibrillateurs, la géolocalisation de ces défibrillateurs, parce que les chiffres sont catastrophiques. Vous voyez, 5%, c'est un patient sur 20. Eh bien, en période épidémique, c'est encore pire. Il y a seulement 3% des patients qui survivent quelques semaines après l'arrêt cardiaque. Et donc, ces chiffres nous rappellent, vous voyez, c'est ce que je viens de dire, 2 fois l'incidence normale en période de pandémie, davantage d'arrêts cardiaques à domicile, on le comprend aisément, une survie moindre à l'admission et une survie à la sortie de l'hôpital extrêmement faible. Tout ceci doit donc nous inciter à prendre en compte ceci. Je n'insisterai pas à New York, comme vous le savez, les arrêts cardiaques ont été extrêmement fréquents parce que l'infection Covid a été extrêmement brutale et les patients n'ont pas pu être pris en charge. Les patients n'ont pas pu être pris en charge. Alors clairement, certains arrêts cardiaques extra-hospitaliers sont directement liés au Covid, mais surtout, dans cette période épidémique, l'accès aux soins n'a pas été possible pour un certain nombre de patients et donc il faut que nous répétions avec force qu'en cas de suspicion d'infarctus du myocarde, quel que soit le moment, que ce soit une période épidémique ou non épidémique, une période de tension hospitalière ou non, il faut éduquer les gens à pouvoir appeler les secours en espérant bien sûr qu'ils viennent très rapidement. Et pour terminer, effectivement, ça explicite un peu la spécificité de l'infarctus en période Covid. On s'est rendu compte, là encore, qu'il y avait ce qu'on appelle une augmentation de la charge thrombotique, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de caillots dans les artères coronaires. Là encore, comme dans les embolies pulmonaires, le phénomène de coagulation est tout à fait important. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et je suis à votre écoute si vous avez des questions. Merci Gérard. En effet, il y a beaucoup de questions. Et comme il nous reste un peu de temps, je vais organiser les questions sur 3 types, si tu veux. D'abord, sur ton exposé sur le cœur et le Covid, sur beaucoup de questions sur suis-je à risque ou pas, et sur un 3e domaine qui n'était pas ton exposé directement, mais avant de conclure cette soirée, pouvoir répondre à beaucoup de questions que nous avons eues sur l'arrêt cardio-respiratoire, que j'ai noté de mon côté, et je me permettrai, Gérard, de te poser, puisque c'est toi qui diriges notre groupe sur l'arrêt cardio-respiratoire et les gestes qui sauvent, et tu connais parfaitement bien tous ces sujets. Alors, la première question qui est venue de façon importante, on a cru comprendre que tu nous disais qu'avec le Covid, il y a eu plus d'arrêt cardio-respiratoire, d'après la courbe que tu as montrée. Est-ce que c'est vraiment lié au Covid lui-même ? C'est-à-dire que cette maladie, finalement, entraîne plus d'arrêt cardiaque par je ne sais quel mécanisme d'atteinte du myocarde ou de plus d'infarctus.
les gens voudraient que tu précises un petit peu, est-ce que vraiment les arrêts cardiaques ont augmenté, est-ce que c'est lié au Covid ou c'est simplement une autre raison? Alors effectivement, la question elle est difficile, elle est importante. Il faut être très prudent dans la réponse, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, l'infection à Covid n'entraîne pas d'arrêt cardiaque brutal, ou en tout cas rarement. Il ne faut jamais dire jamais en médecine. En tout cas, une infection à Covid, le premier signe ne sera pas un arrêt cardiaque. Et donc, s'il y a eu une augmentation du nombre d'arrêts cardiaques pendant la période épidémique, c'est principalement, et on en est presque sûr, c'est principalement parce qu'il y a eu une augmentation du nombre d'infarctus qui n'ont pas pu être pris en charge à temps. Parce que les patients n'appelaient pas, ou ne voulaient pas déranger, ou ne voulaient pas aller à l'hôpital en période épidémique. Dans certains cas, il y a aussi eu, heureusement de façon plus rare, mais qui ont existé, un retard à la prise en charge parce que les SAMU étaient débordés, cela a aussi existé. Et donc, voilà ma réponse. Donc, les arrêts cardiaques qui ont augmenté en période épidémique sont principalement dus, certainement, à des infarctus du myocarde non diagnostiqués à temps. Et on sait que quand on fait un infarctus, il faut être pris en charge le plus rapidement possible. Merci Gérard. Alors, deuxième type de question, il y a beaucoup de questions sur des personnes qui ont des pathologies cardiaques et qui voudraient savoir s'ils sont à risque plus important de Covid, si jamais ils attrapent le Covid et s'ils ont plus de malchance d'avoir des formes graves. Alors, il y a des personnes qui me disent j'ai plusieurs stents, j'ai de l'angine de poitrine, est-ce que je suis à risque? La deuxième population, il faut qu'on explique un petit peu, qui nous dit j'ai une hypertrophie des parois du cœur. Dans notre jargon médical, on appelle une myocardiopathie hypertrophique, qui sont des maladies importantes et il y a beaucoup de patients qui ont cette atteinte. Donc, deuxième type de population, dans les myocardiopathies hypertrophiques, est-ce qu'ils sont à risque plus important? Et troisième et dernière catégorie où il y a des questions, j'ai une insuffisance cardiaque. Est-ce que je suis à risque important du Covid? Et la question derrière, est-ce que j'ai intérêt à reprendre une activité régulière pour m'entretenir, pour ne pas être trop altéré par cette insuffisance cardiaque? Ou au contraire, est-ce que je dois rester vraiment enfermé chez moi et faire très attention au Covid ou un mélange des deux? Voilà pour ces trois populations. Désolé de la question difficile, Gérard. Oui, bien sûr, c'est des questions très difficiles mais très importantes. Je crois que le facteur de risque principal d'une infection à Covid-19, si on a une forme symptomatique, c'est bien, la gravité est liée à l'âge. Ça, c'est clair. Les patients les plus âgés sont plus fragiles, c'est évident, et ce sont souvent eux, bien sûr, qui ont une hypertension artérielle, un diabète. Alors, si on a une cardiopathie, si on a une maladie cardiaque qui est stabilisée, ce qui est le cas de la majorité des patients cardiaques, donc si on a un stent, si on a une hypertrophie ventriculaire gauche, je crois qu'il ne faut pas s'affoler. Il y a peut-être une petite augmentation du risque qui est très difficile à chiffrer, qui existe peut-être, mais elle n'est absolument pas dramatique. Si on a une insuffisance cardiaque, là, c'est un peu plus compliqué. Et bien sûr, si l'insuffisance cardiaque est décompensée, si elle n'est pas parfaitement stabilisée, là, le risque de gravité augmente. Et pour répondre à l'activité physique, moi, je crois que l'activité physique est tout à fait importante, qu'il ne faut pas l'arrêter, qu'il ne faut pas non plus a priori la diminuer, mais il faut a priori l'exercer avec les mesures barrières. Il ne faut pas, il vaut mieux marcher seul, voire courir un peu, mais la marche est déjà une activité physique tout à fait non négligeable. Donc, marcher dans la rue sans être entouré d'une cohorte de supporters, il n'y a pas de risque. Et il ne faut surtout pas que les patients arrêtent toute activité physique. Je vois comme toi certainement beaucoup de patients
qui sont restés des semaines et des mois dans leur intérieur, craignant de sortir. Et ça, je crois que ce n'est pas souhaitable. Il faut sortir avec les gestes barrières et bien sûr en évitant les contacts sociaux, en pratiquant la distanciation sociale. Merci Gérard pour cette réponse. Et je vais te poser une question sur une autre population qui me permettra en même temps de revenir aux gestes qui sauvent. Ce sont les porteurs de valves. J'ai oublié de demander aussi, j'ai une valve cardiaque, est-ce que je suis à risque particulier de Covid? Et ça rejoint l'autre question que je n'avais pas pu poser tout à l'heure, et tu pourras certainement répondre. J'ai une valve cardiaque ou j'ai un pacemaker, voire même j'ai un défibrillateur. Est-ce qu'il y a un risque à me faire les gestes qui sauvent ou faire des gestes qui sauvent à quelqu'un qui a une valve ou qui a un pacemaker? Voilà, ça nous reliera les deux aspects des questions. Je vais commencer par répondre à cette question qui est plus facile. Non, bien sûr, il n'y a strictement aucun risque et si on porte secours à quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque, il est complètement inutile de se poser la question de savoir quelle est sa pathologie, quel est son traitement, etc. Il n'y a bien sûr aucun risque, il n'y a qu'un bénéfice à attendre des gestes qui sauvent. La première partie de la question était de savoir si les personnes étaient plus à risque d'avoir une maladie Covid. C'est un peu plus difficile. Je crois que si l'affection cardiaque est stabilisée, le risque est très peu augmenté s'il est augmenté. En fait, c'est très vite difficile d'avoir des données parfaitement objectives, scientifiques. En tout cas, si on a une maladie décompensée, il y a un risque. Si on a une maladie cardiaque chronique stable, je crois qu'il faut rester tout à fait serein. Autre question sur l'arrêt cardio-respiratoire, si tu peux répondre aussi, Gérard. Beaucoup ont demandé tout à l'heure quel est le délai moyen d'intervention. On parle souvent de 15 à 20 minutes. Est-ce qu'on est toujours dans cet ordre de délai d'intervention entre on commence à masser, on appelle, bien sûr, on masse, on essaie de défibriller, on a appelé les secours. Quel est le délai d'intervention? Et pour te poser une deuxième question qui va dans le même sens, où on en est actuellement du taux de survie? On a parlé de 5%, 7%. Comment ça évolue? Est-ce que ça s'améliore? Voilà un petit peu les questions résumées. Alors, ce que je dois dire, et je crois que M. Michel Neyrat a donné le chiffre, on a une moyenne qui est toujours autour de 13 minutes. M. Michel Neyrat pourra préciser s'il a d'autres données. Ce que je dois dire, c'est qu'il y a une grande variabilité, et la variabilité, elle s'explique par le contexte urbain ou rural. C'est peut-être un des rares avantages d'habiter Paris, parce que les secours viennent souvent très rapidement. Espérons que la circulation n'augmente pas les délais prochainement. Mais donc globalement, il y a une variabilité. Il faut dire qu'en France, on a des secours qui interviennent extrêmement rapidement. Et la deuxième partie de ta question était concernant j'ai un trou de mémoire, concernant, non pas le délai moyen, parce que le délai moyen est stable, oui, concernant l'évolution des fameux 5% ou 8% de survie. Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'évolution très favorable, alors que, et c'est ça le point important, alors que si les gestes qui sauvent sont pratiqués et si on peut avoir à disposition un défibrillateur et utiliser le défibrillateur, à ce moment-là, on sait que le taux de survie peut avoisiner 35 à 40%. Donc, dans une situation idéale où vous faites un arrêt cardiaque et que quelqu'un à votre proximité peut faire ce massage cardiaque et que de surcroît, il est capable, parce qu'il a le matériel et il sait l'utiliser et il peut l'utiliser, ce défibrillateur, donc les taux de survie sont de 40%, donc il y a un gap entre 5, 8% et 40%, donc c'est considérable et c'est pour ça que la fédération
et tout le monde veut améliorer la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Mais je dois dire que j'ai eu pas plus tard que la semaine dernière les investigateurs, enfin ceux qui détiennent, qui s'occupent du registre REAC, le registre des arrêts cardiaques en France. La fédération collabore avec eux et malheureusement, ils m'ont dit, ils ont les chiffres depuis 2011 et malheureusement, ce chiffre de 5 à 7% n'augmente pas. Il aurait même une petite tendance à diminuer pour des raisons pas très claires, mais en tout cas assez préoccupantes. Et donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le plan national et c'est pour ça qu'il y a vraiment du travail à faire sur la prise en charge, la reconnaissance de l'arrêt cardiaque, la prise en charge et tout ce qu'on a dit dans ce webinaire. Pour toi qui connais bien aussi le sujet, si je peux me permettre, tout à l'heure, le docteur Philippe nous a parlé surtout de l'application que le ministère est en train de mettre en place de GeoDAE. Beaucoup de questions et d'interventions sur d'autres sites ou logiciels qui existent. J'ai vu SoftLife, Arled, Strying Life et plein d'autres. Qu'est-ce que tu en penses un peu où on en est et par rapport au développement? Beaucoup posent la question. Moi, j'ai un smartphone, un téléphone. S'il y a un arrêt cardiaque qui survient, actuellement, qu'est-ce que je fais à la date d'aujourd'hui pour essayer de trouver s'il y a un défibrillateur dans le coin? Où on en est un peu de tout ça? Les gens sont un peu perdus dans ces applications pour trouver la localisation d'un défibrillateur. Oui, c'est assez compliqué et c'est vrai qu'un des buts de la Direction générale de la santé était un peu d'harmoniser tout ça, de créer une base nationale des défibrillateurs. Ils ont eu tout à fait raison. La base, comme l'a dit le docteur Philippe, n'est pas encore complètement implémentée parce que c'est un énorme travail et qu'il y a des tas de défibrillateurs qui ne sont pas répertoriés. En tout cas, concernant les applications que tu mentionnes, je crois qu'elles sont toutes assez remarquables. Je ne pense pas qu'il est nécessaire de les classer. Elles permettent tous et elles permettent toutes et elles ont déjà permis à bon nombre de nos concitoyens de pouvoir géolocaliser les défibrillateurs à proximité. Et donc, il y a surtout un effort d'harmonisation de ces logiciels avec les SAMU, avec les sapeurs-pompiers. Mais en fait, il y a un gros effort national qui est mené. Et je crois que j'ose espérer qu'on en verra des résultats positifs. Mais en tout cas, toutes ces applications sont à saluer et il suffit d'en avoir une et de savoir s'en servir. Alors, il y a une autre question qui vient souvent aussi. Est-ce qu'il est intéressant, utile que j'achète un défibrillateur et que j'ai un défibrillateur chez moi? Mon mari ou mon épouse a eu un problème cardiaque. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs questions sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, il y a eu des études dans le passé et globalement, on n'a pas pu démontrer l'intérêt de s'acheter soi-même de tels dispositifs pour de nombreuses raisons. Je rappelle que si un patient est cardiaque et s'il a un risque extrêmement ou suffisamment élevé de faire un trouble de rythme ventriculaire et de faire un arrêt cardiaque, on va lui implanter un défibrillateur. C'est un genre de pacemaker sophistiqué qui permettra non seulement de détecter un rythme trop lent, mais également d'appliquer un choc si le patient fait un trouble de rythme ventriculaire responsable d'un arrêt cardiaque. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a pas de préconisation à titre individuel de s'équiper. Merci à toi d'avoir répondu à beaucoup de questions. Une question, je vais répondre directement, c'est certains ont demandé est-ce que les clubs cœur et santé sont également ouverts dans le cadre de la prévention? La réponse est très clairement oui. Il n'y a pas que les patients qui ont eu déjà un problème cardiaque, également ceux qui ont une hypertension, qui ont un surpoids très important et des tas d'autres raisons médicales que bien sûr je ne vais pas citer, ont tout à fait possibilité de participer aux activités des clubs cœur et santé. Le plus simple, c'est de contacter le club cœur et santé de votre région, de votre ville, pour savoir un petit peu quelles sont les possibilités, mais bien entendu, dans le cadre de la prévention, qui est une mission essentielle de la Fédération française de cardiologie, la prévention cardiovasculaire, on peut tout à fait adhérer et rentrer dans un club cœur et santé.
Voilà, je suis impressionné par le nombre de vos questions et vraiment, je vous en remercie. Je vais remercier les orateurs pour leurs exposés et d'avoir si gentiment répondu à toutes ces questions. Je vais remercier également la technique parce que vous en doutez que quand il y a autant d'intervenants à des endroits variés et divers, des questions compliquées, des gens qui lèvent la main, d'autres qui transmettent leurs questions par Facebook, d'autres sur Internet, eh bien, merci à la technique pour ce que j'espère être une réussite ce soir. Merci à vous tous pour votre participation, à vos questions et à votre dynamisme. On va enregistrer, je m'excuse, il y a certainement des questions où nous n'avons pas pu répondre, mais nous allons les garder de côté et essayer d'y répondre sur notre site. Et pour répondre enfin à une dernière question importante, beaucoup nous ont demandé est-ce que l'on pourra avoir les diapositives, est-ce qu'on peut avoir l'enregistrement? Eh bien, allez donc sur le site de la Fédération française de cardiologie où vous pourrez revoir cette intervention et toute cette conférence. Il vous sera donné les moyens en fait de pouvoir la réécouter et également d'avoir les diapositives de ces différentes interventions. Voilà, merci à vous tous. Merci pour cette conférence et à bientôt, je l'espère. Et merci au nom de la Fédération française de cardiologie. Merci à vous.